Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, bienvenue dans le réel. Wilsdorf à la barre ce soir, accompagné de son compère habituel, mon ami Jean-Louis Remégas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. À la barre ce soir donc pour technique, Lord Tesla. Merci à lui. Et nous recevons ce soir Eugène Crampon. Bonsoir Eugène. Bonsoir les camarades. Pour une émission consacrée à une revue qui a essentielle et importante dans notre mouvance, dans le paysage politique qui est le nôtre, j'ai nommé Réfléchir et Agir, à l'occasion de la sortie du numéro 43, avec un dossier central dont nous allons parler ce soir, essentiellement parler ce soir. La question raciale, sujet hautement important, hautement essentiel dans notre combat politique et dans la raison d'être, notamment de notre radio. Voilà, il était important de pouvoir recevoir ce soir Eugène, rédacteur en chef de la revue. Et peut-être pour nos auditeurs, commencer tout simplement par présenter. On a déjà fait une émission sur REA, on avait déjà un petit peu raconté et détaillé l'histoire, le parcours et l'ancienneté de cette revue. Mais je crois que pour nos auditeurs, les plus jeunes en tout cas, peut-être resituer un petit peu qui sont les gens derrière Réfléchir et Agir, tout simplement. Depuis quand, comment et les fins, les finalités, et ainsi de suite. Je crois que ça me semble important. Alors, Réfléchir et Agir, c'est un magazine qui a maintenant plus de 20 ans. Alors, au début, ça a été un petit fanzine, comme l'écrirait Manuel Ratier, un petit fanzine qui avait été créé par des camarades qui appartenaient à un mouvement qui s'appelait le JNR, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, qui faisait beaucoup parler d'eux à l'époque dans les stades. Et la raison de la revue au départ, enfin de cette petite revue photocopiée au départ, c'était de politiser les tribunes. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un potentiel politique important dans ces tribunes. Et puis, le temps passant, le fondateur de la revue, qui était le militant de presse le plus révolutionnaire, le plus complet que j'ai connu. D'ailleurs, sa sortie du journal, il y a quelques années, ça a été une perte qui n'a jamais été remplacée. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais été remplacé. Il signait Éric Le Rouge. Il a voulu à un moment donné transformer cette petite revue photocopiée en un véritable magazine. Ça s'est passé au moment de la disparition de l'ancienne mouture du Choc du Mois. Il voulait créer un véritable magazine révolutionnaire, un carrefour des idées révolutionnaires qui soit authentiquement identitaire. Alors identitaire, pour nous, on ne s'est jamais caché derrière notre doigt. Hein. La défense de l'identité, pour nous, c'était la défense exclusive de notre identité raciale, de notre identité culturelle, civilisationnelle, etc. Une revue authentiquement socialiste, on n'a jamais caché nos options en matière économique et sociale, anticapitaliste de fait, antimondialiste de fait, antisioniste évidemment, et puis on s'est jamais interdit d'aborder aussi les autres rivages, notamment l'écologie, et puis bien sûr notre identité spirituelle, puisque nous n'avons jamais caché nos options païennes. Voilà. Et puis le temps passant, à un moment donné, nous avons accompli le grand virage, puisqu'à compter du numéro 25 de la revue, nous avons décidé de passer en kiosque. Alors, ça a été une grande aventure. Et donc, nous sommes maintenant au numéro 43. Donc, ça fait quasiment 17-18 numéros que nous sommes en kiosque, avec des chiffres de vente de plus en plus importants et un tirage de plus en plus important, puisque cette fois-ci, nous avons encore augmenté le tirage de manière à arroser le territoire national in extenso. Donc, chers amis, si vous voulez découvrir notre revue, vous pourrez probablement la trouver chez votre marchand de journaux le plus près ou bien directement sur notre site. Mais chez votre marchand de journaux, normalement, vous devriez l'acquérir rapidement. Il faut dire qu'en fait, vous n'êtes plus très nombreuses comme revue de notre famille au sens très large, diffusée en kiosque. Le choc du mois n'y est plus. On est les seuls, on est les derniers. Il n'y en a plus. Après, il y a d'autres revues qui paraissent, je pense, qui sont de très bonne qualité. Je pense à la revue de nos amis de Terre et Peuple, qui sortent 4 fois par an. Mais Pierre ne souhaite pas pour le moment envisager le grand virage en kiosque. Non, on est les seuls, hormis évidemment la presse hebdomadaire, style Rivarol ou des camarades comme ça. Juste si tu en as une idée, Eugène, à quel moment en fait le passage en kiosque a été équilibré au niveau tirage ? Je veux dire par là, à partir de quel moment est-ce que le fait, parce que ça a un coût d'être en kiosque, oui. Quel tirage est-ce qu'il a fallu pour pouvoir amortir ce passage-là ? Peut-être que tu n'as pas la réponse.
Non, mais sans trahir de secret comptable. On n'est pas des épiciers, on est des militants, donc on se dit les choses. Dès la première parution au kiosque, ça a été rentable. On a équilibré les comptes dès la première parution. Tout le monde nous avait dit, ne faites pas cette connerie, vous allez vous casser la gueule. Il y a qu'Élément, ce qui paraît encore en kiosque depuis quelques années. Ça, ouais. On avait oublié nos amis d'Élément. Tout le monde nous avait dit, n'y allez pas, vous allez vous casser la gueule, ça sera la fin du journal. Jamais un journal sur ce ton-là, sur cette ligne politique-là, ne survivra. Bon, ça fait 2 ans et demi. Alors, figurez-vous qu'au début, on nous en a dissuadé dans notre famille, dans nos familles politiques, bien sûr, parmi nos amis, parmi des gens qui avaient l'habitude de faire de la presse. Et puis, y compris les gens qui ne voulaient pas nous distribuer, il a fallu se battre. Tout le monde nous avait dit, non, on ne prend pas votre journal, de toute façon, vous allez être déficitaire. On leur a dit, mais madame, d'abord, vous n'avez pas le droit de vous y opposer. On est une revue déclarée, on déclare tout au ministère de l'Intérieur, comme le veut l'usage et la coutume. On dépose nos exemplaires à la Bibliothèque nationale, on dépose ça en préfecture. On est une revue à ciel ouvert. On est prêt à le financer. Et quand bien même on serait déficitaire, comment font les gens d'extrême gauche ? Les gens d'extrême gauche, si vous allez dans une gare, ils ont 4-5 revues qui sont systématiquement déficitaires, qui sont systématiquement réabondées financièrement par leurs militants. Tant qu'on n'aura pas l'équilibre, on mettra la main à la poche. On vous demande rien, on vous demande juste d'appliquer la loi. Et finalement, elle a joué le jeu, et puis ça marche. Elle a vu qu'on n'était pas des sauvages, qu'on était des bons payeurs, contrairement à beaucoup. Et maintenant, c'est elle qui nous téléphone pour nous conseiller, pour mieux être diffusée. Donc vous voyez, on a réussi nos passages, il suffit d'être nous-mêmes, et puis c'est tout. L'organisation d'un journal comme ça, j'imagine. Alors, déjà, rappeler la périodicité, c'est 3 fois dans l'année, c'est ça ? Oui, 3-4 fois par an. 3-4 fois par an. Ouais. Une vraie diversité aussi au niveau des plumes et des écritures. Ça demande aussi beaucoup de contacts, un grand travail de fond, certainement aussi, parce que je vois sur la dernière revue, on va en parler, on va détailler. On a quand même des gens qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus, des gens comme Tomislav Sunic, des gens comme Jean-Yves Le Gallou. On retrouve également des gens comme Cyril Vacher, Eugène Crampon, bien sûr, mais également des gens plus connus sur nos ondes comme Georges Feltin-Tracol. Ça permet quand même aussi une certaine assise, une certaine reconnaissance peut-être au niveau du public d'avoir des signatures comme ça, mais ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'au début, il faut faire ses preuves et puis il faut demander aux gens, est-ce que vous acceptez de signer dans une revue où on ne met pas notre drapeau dans la poche ? Donc dans notre mouvance, on a aussi essuyé des refus. D'autres gens collaborent facilement avec nous pour la simple et bonne raison, c'est que quand ils nous rendent un papier, que ce soit un papier écrit ou un entretien, on n'a jamais caviardé un seul propos, on n'a jamais déformer un seul propos. J'ai l'exemple même de gens qui ne sont pas du tout de notre mouvance avec qui nous sommes allés interviewer. Je me souviens dans le numéro 15, on avait fait un numéro où on avait été interviewé Brigitte Lahaie. Bon, Brigitte Lahaie, tout le monde connaît son passé cinématographique, on ne va pas y revenir. Elle a une émission sur RMC, elle nous a reçus dans ses studios de RMC. On a retranscrit mot pour mot ce qu'elle nous avait dit, on lui a retransmis, on lui a donné le papier, elle a validé, on lui a envoyé la revue une fois tirée, et elle m'envoyait un petit mot en me disant, je dois encore l'avoir chez moi, elle me dit, j'ai eu raison de vous faire confiance parce que vous ne m'avez pas trahi. Ce qu'avaient fait visiblement d'autres journaux qui lui avaient fait dire ce qu'elle n'avait pas envie de dire. Nous, on a rapporté exclusivement ce qu'elle avait dit. Je prends l'exemple dans le dernier numéro, on a été interviewé Jean-Paul Gourevitch. Bon, Jean-Paul Gourevitch, je ne sais pas s'il est de chez nous, à mon avis, non. Peu importe. Il se présente toujours comme quelqu'un de relativement neutre politiquement. On avait eu l'occasion de l'interviewer pour les assises de l'islamisation l'année dernière. Il avait été très clair sur ce point en disant moi je suis un expert. En tout cas, j'ai une posture et un point de vue qui est un point de vue d'expert. Ça va même plus loin que ça. Il donne des conférences devant la LICRA, des gens comme ça. Devant la pastorale des migrants à Metz, etc. Je pense c'est plutôt un homme de gauche, mais un homme de gauche plutôt comme on en trouvait encore sous la 4ème République, des gens honnêtes, indépendants, et qui osent dire encore, appeler un chat quand il faut l'appeler comme ça, qui sont pas abrutis par l'idéologie, qui mélangent pas les faits et la doctrine. Bon. On a fait un entretien, je l'ai retranscrit, je lui ai envoyé le journal, et il se trouve qu'on s'est croisés quelque temps après, aux 10 ans de la fondation Polémia. Il ne me connaissait pas de vue, moi non plus. Je me suis présenté, etc. Et il me dit, oh là là, qu'est-ce qu'on m'a reproché de m'être exprimé dans votre revue ? Mais il dit, moi je regrette pas parce que d'abord j'écris où je veux, et puis j'ai bien vu que ça a été retranscrit in extenso, vous avez touché à rien. Au contraire, vous êtes montré honnête, vous avez fait un véritable travail de presse, donc pourquoi pas renouveler ? Moi, ça me pose aucun problème. Moi, on y met un point d'honneur, on travaille avec les gens dont on a envie.
même des gens qui ne sont pas de notre mouvance, à partir du moment où ils ont des choses intéressantes à dire et qu'ils le disent honnêtement, on les respecte, ils nous respectent, ça se passe plutôt bien. C'est ce que m'avait dit même Roland Dumas quand je suis allé l'interviewer chez lui à son domicile. Il me dit, moi je sais qui vous êtes, je vous respecte, du moment que vous respectez les propos que je tiens, que vous n'essayez pas de me faire dire le contraire de ce que j'ai envie de dire, moi ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où on est honnête avec les gens, généralement on a du bon retour. Bon, après évidemment, notre problème, c'est de convaincre des gens, notamment dans les entretiens du milieu, dans les pages centrales, un peu, c'est les meilleurs, c'est un peu comme dans Playboy ou dans Lui, c'est de trouver des gens qui acceptent de se mouiller. Il faut dire que des portes, il ne faut pas croire, on en prend. Il y a des gens qui ont la trouille, parce qu'il y a une véritable terreur idéologique en France. Et il y a des gens qui ont la trouille de s'exprimer, même s'ils nous disent « Oh là là, vous allez un peu loin, mais moi j'irai bien, mais vous comprenez, on va me fermer les antennes à la télé, on va me fermer la radio, on va me fermer, les éditeurs vont plus me faire confiance, etc. » Donc il y a une véritable terreur et je remercie, je loue le courage des gens qui aujourd'hui, dans ce climat un peu de terreur médiatique, comme dirait Jean-Yves Le Gallou, acceptent de se mouiller en parlant chez nous. À vrai dire, de tous les gens qui se sont exprimés chez nous, je n'en connais qu'un seul qui a été plus ou moins emmerdé. C'est le père du dessinateur de la bande dessinée, Alix. Comment s'appelle-t-il déjà ? Jacques Martin, merci Mishka. Parce que je pense qu'en Belgique, la terreur idéologique est pire qu'en France. Et donc là, il a eu une campagne de presse contre lui. Mais autrement, même en France, des gens comme Éric Zemmour, tous ces gens qui se sont exprimés chez nous n'ont jamais été emmerdés. Donc en fait, on met un point d'honneur à respecter cette authenticité, cet esprit de liberté et de reproduire texto les propos des uns et des autres, quel que soit leur parcours, leurs opinions. Et voilà. On est des hommes d'honneur. Je vois pas pourquoi on n'a pas une lecture partisane. On a évidemment notre grille d'analyse idéologique. On pose les questions, quelquefois qui font pas forcément plaisir, mais les gens répondent comme ils veulent. Et je vois pas au nom de quoi. Ou alors on fait pas un travail de presse. Non, mais c'est important de le rappeler parce que la presse aujourd'hui est gangrénée par le mensonge, par cette absence d'authenticité, en tout cas d'intégrité de la part de ceux qui écrivent. Je crois que c'est important de pouvoir préciser que nous, dans notre famille de pensée, c'est aussi un point d'honneur que de retransmettre et d'écrire texto et d'aller au bout des choses, quelles que soient les différences et quels que soient les parcours. Oui. Et ça a même une vertu qui va au-delà, qui est de servir de contre-modèle. La vérité et la liberté ne sont pas dans le camp qui en général essaie de se les accaparer, à savoir la gauche et l'extrême gauche. Oui, réfléchir, agir, c'est pas le journal Le Monde. On fait pas des interviews pipotées, on va pas avec des micros sous la table pour essayer de choper des petites phrases comme ça. On filme pas les gens avec un téléphone portable pour essayer de les coincer dans des conversations privées. On y va à ciel ouvert, les mains ouvertes. Bon. Pour décrire un peu la revue, le fonctionnement, il y a toujours un dossier central, c'est ça ? Il y a toujours, voilà. On part sur une thématique bien spécifique et autour de ça, il y a des articles sur des sujets plus précis. Exact. Et donc notre challenge à chaque fois, on est une petite équipe. Le noyau dur, c'est moi-même et puis mon camarade Pierre Gilliette, qu'on salue ce soir. Le camarade toulousain, donc on le salue bien sûr. C'est nous qui dégrossissons le matériau brut de la revue et puis s'agglomèrent des gens selon ce qu'on a envie de traiter, dire telle personne a telle compétence pour traiter ça, etc., etc. Et puis on lance, mais c'est quand même un gros travail que d'imaginer le dossier, un gros travail que de le décliner par thème, etc. Et de trouver évidemment les gens qui vont traiter. Les interlocuteurs qui vont bien, quoi. Ouais. En règle générale, c'est vrai qu'on a un noyau dur. L'ami Feltin Tracol nous donne souvent un coup de main. Jean-Yves Le Gallou, on le sollicite un peu souvent, on le sollicite souvent ces temps-ci, nous a jamais refusé quoi que ce soit. L'ami Tomislav Sunik, pareil. On a toujours un volant de camarades qui sont prêts à réfléchir avec nous et à travailler sur la constitution du dossier. Bien, pour entrer, alors voilà, pour la présentation de la revue et de son histoire et de son fonctionnement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet ce soir au travers donc de ce dernier numéro, le numéro 43, hiver 2012-2013, que vous pouvez toujours trouver en kiosque, qui est toujours disponible. Oui, bien sûr. Pour parler du dossier central donc de ce numéro qui était autour d'un sujet particulièrement sensible, qui est celui de la question raciale. La question raciale, hautement d'actualité, est-ce qu'on peut encore parler de race aujourd'hui en France, Eugène ? Par la force des choses, il n'y a pas besoin d'avoir validé un Master 2 en paléontologie pour se balader dans la rue et savoir que les races existent, contrairement à ce qu'on nous raconte. Alors, l'idée du dossier m'est venue de la façon suivante, c'est simple. J'ai pas eu accès à un rapport secret, ce serait un peu mentir, mais plutôt une note confidentielle que je me suis procurée, qui avait été adressée, qui était faite par les services directs du ministère de l'Intérieur et qui était adressée à Monsieur Valls. Cette note était c'était une enquête qui était faite sur le nombre de personnes de race extra-européenne
en France. Je dis bien de race extra-européenne, je ne parle pas d'étrangers, parce que je ne parle pas des étrangers, notamment des gens qui sont des ressortirants. La question n'est pas celle de la nationalité, c'est pas une question juridique. Après, ça nécessitera peut-être d'ailleurs de définir la notion de race, exactement ce qu'elle sous-entend et ce qu'elle englobe aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y a une évolution au sujet de cette thématique-là. Telle qu'elle était rédigée dans la notice, c'était clair. Donc c'était des gens qui n'appartenaient pas ou qui n'étaient pas natifs de non-souche européenne. Voilà, de non-souche européenne. Bon. La fourchette basse donnait 9 millions de personnes, la fourchette haute 12. Donc les chiffres du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, les élus le savent très bien combien de personnes de race extra-européenne vivent sur notre sol, d'accord ? Alors évidemment, on peut s'en réjouir, il y a des gens qui prônent la société multiraciale, etc., qui peuvent s'en réjouir, c'est très bien. Moi personnellement, en réfléchissant un peu avec des amis, on se dit tout de même, vu le différentiel démographique qu'il y a entre nos femmes et celles qui sont issues d'autres continents, si on se projette dans un delta de 40 à 50 ans, c'est-à-dire demain, à l'échelle de l'histoire, ça veut dire que dans 40 ou 50 ans, on peut se retrouver vraisemblablement minoritaire, nous qui sommes le peuple souche de ce continent, minoritaire sur notre propre terre. Oui. Alors évidemment, moi, dans 50 ans, je ne le verrai probablement pas. Mais j'ai des enfants, j'espère que j'aurai un jour des petits-enfants, et c'est une question qui m'angoisse, on va dire ça comme ça. De même que je pense qu'on ne peut pas traiter, ça dépasse le problème d'aujourd'hui, quand on a 12 millions de personnes sur son sol de race extra-européenne, on ne peut plus parler de phénomène d'immigration. Alors je ne dis pas que l'immigration c'est une question dépassée, puisqu'évidemment il en arrive toujours 200, 250 000 selon les chiffres quasiment officiels du ministère de l'Intérieur, voire de l'OFPRA. Donc si on fait le calcul, ça fait quasiment 1 million de plus tous les 4 ans ou tous les 5 ans, ce qui est quand même pas neutre. Et on se doute bien que la question de l'immigration aujourd'hui est totalement dépassée, Les frontières les digues se sont effondrées sous les coups du capitalisme et de l'antiracisme. Et puis nous voilà maintenant à gérer une question raciale sur notre propre sol qui risque d'avoir des développements peut-être conflictuels ou nous emmener sur diverses formes de scénarios, puisque j'ai fait un petit papier là-dessus pour finir le dossier sur 4 scénarios possibles. Mais voilà, moi ce que je voudrais, c'est qu'à l'avenir, quand on parle d'immigration, on y associe systématiquement le mot de race, puisqu'on en est là. Pour moi, le mot race, c'est pas un mot tabou. Oui, on verra d'ailleurs que par rapport dans le dossier, il y a aussi une espèce de chronologie par rapport pour arriver à ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement. D'ailleurs, vous le citez. Oui. On peut effectivement parler de ces histoires d'immigration, flux migratoires, et l'arrivée de la gauche au début des années 80 provoque un véritable basculement idéologique, on peut peut-être le définir comme ça. Alors, si on rappelle les gens qui sont fautifs dans cette histoire, les premiers fautifs, c'est pas la gauche, c'est la droite. Il faut jamais oublier que l'histoire commence pendant les 30 Glorieuses, dans les années 60, on est sous le général de Gaulle. Donc pendant les 30 Glorieuses, il y a des chiffres de croissance qui feraient pâlir d'envie tout gouvernement, quelle que soit leur couleur. Donc de manière justifiée, les salariés français demandent des salaires normaux pour pouvoir consommer, ils demandent des acquis sociaux, ce qui est normal. Et là, le patronat capitaliste, à l'époque, déjà égoïste et cupide, qui comprendra jamais rien d'ailleurs, cherche à trouver un moyen pour comprimer les salaires et puis de les faire descendre au fur et à mesure et essayer de trouver de la main-d'œuvre plutôt bon marché, mais aussi plus docile. Au lieu de faire ce qu'a fait le Japon, c'est-à-dire robotiser les entreprises, eh bien, ils vont voir les gens au pouvoir. À l'époque, le Premier ministre, c'est M. Pompidou, fondé de pouvoir de la banque Rothschild, et ils signent un décret. Ils font signer un décret à Georges Pompidou. Le décret, il est signé par un jeune énarque d'ailleurs, qui n'était pas très connu dans ces années-là, mais qui fera parler de lui plus tard, il s'appelle Édouard Balladur, qui ouvre les vannes à l'immigration de travail. Donc on voit les usines Renault, notamment Peugeot, ils vont rafler des gens dans les bleds, etc., des paysans au Maroc, en Tunisie, etc., des gens qui sont analphabètes, mais qui n'ont pas besoin de savoir lire et écrire pour manier les machines, puisque tout est standardisé. Donc ça, c'est l'ouverture des vannes, donc c'est à la droite qu'on le doit. Et puis le deuxième... Juste une petite parenthèse, Eugène, il y a 2-3 documentaires d'une éphémère secrétaire d'État, Yamina Benguigui, qui s'appelle Parole d'immigrés. Alors 3 documentaires qui portent sur les pères, les mères et les enfants, je crois. Et celui sur les pères est très bien fait de ce point de vue-là au niveau documentaire, parce qu'il interviewe en particulier des gens qui à l'époque étaient responsables dans l'agence chargée en effet du recrutement au Maghreb, et on voit exactement comment c'était fait et comment globalement les patrons obtenaient à peu près tout ce qu'ils voulaient au niveau administratif en termes de régularisation, etc.
Et puis le deuxième effet qui se coule de la droite, c'est en 1974, lorsque M. Giscard d'Estaing est élu président de la République. Son Premier ministre, c'est un jeune Premier ministre, s'appelle Jacques Chirac. Et il signe un décret avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle M. Poniatowski. Ce qui est curieux d'ailleurs, puisque M. Poniatowski, à la fin de sa vie, était plutôt assez proche des idées du Club de l'Horloge. Et sur ce décret est apposée aussi la signature d'une autre personne, je crois qu'elle s'appelle Yiddish Mama ou Simone Veil, un truc comme ça, enfin bon, elle signe aussi. Et donc ça s'appelle le regroupement familial, c'est-à-dire qu'auparavant, les gens venaient travailler, ils avaient un contrat de travail, bon à la fin du contrat de travail, soit ils rentraient chez eux, soit ils pouvaient rester chez nous, mais tout seuls. Là, avec le regroupement familial, c'était l'appel d'air total, puisqu'ils pouvaient faire venir leurs femmes, leurs enfants du pays. Là, on passe dans une autre dimension. On passe d'une logique purement économique qui vise à faire venir des gens pour entretenir un système. Voilà. On a même dit à l'époque, et c'était un des arguments, on dit oui, mais bon, ces gens-là viennent prendre le boulot parce que les Français sont des feignants, veulent plus bosser, et ainsi de suite. Donc on nous a un petit peu enfumé là-dessus aussi. Mais après, on enfonce le clou. Alors, on en revient à cette époque-là, et c'est toujours d'actualité, bien sûr, à un des grands slogans, et notamment au mouvement d'action sociale, de dire que l'immigration est avant tout une arme du capital. Déjà, d'une part, mais on se rend compte qu'avec le regroupement familial, on passe dans une autre logique. C'est une logique politique. Voilà, une logique beaucoup plus politique et une logique destructrice en matière civilisationnelle. Ça restait à l'origine quand même. En fait, c'est une des conséquences de l'idéologie des droits de l'homme, parce que à l'origine, en fait, la décision est liée à la fermeture des frontières. C'est-à-dire une crise capitaliste, en l'occurrence 1973, avec le choc pétrolier, où les différents gouvernements européens, et en particulier le gouvernement français, décident de fermer les frontières. Et où du coup les populations immigrées, essentiellement masculines et travailleuses manuelles, se disent alors, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que jusqu'en 1973, on a quand même des mouvements migratoires qui font des allers-retours. On a des gens qui viennent travailler ici 3-4 ans, qui repartent travailler, qui repartent vivre ou travailler au pays, pareil, 2-3 ans, qui reviennent, qui repassent. Bon. En fermant les frontières, en fait, le gouvernement français, du coup, a mis ces populations-là devant un choix, et le choix, évidemment, il a été de rester. Sauf que ensuite, le gouvernement Chirac a enfoncé le clou en disant s'ils restent, flûte, on peut pas les séparer, l'humanité commande de. Et à ce moment-là, en effet, il a signé le décret de regroupement familial. C'est-à-dire pour le coup, il y a à la fois un calcul en effet économique, politique, et puis aussi une logique qui est celle à un moment des droits de l'homme à la sauce libérale, à la sauce européenne. Dans laquelle s'engouffre la gauche, puisqu'en 81, quand ils arrivent au pouvoir, il y a 3 décrets qui sont signés assez rapidement. D'abord, ça faisait partie des 110 propositions du candidat Mitterrand. D'abord, la régularisation massive des clandestins, on n'appelait pas ça des sans-papiers encore à l'époque. Donc évidemment, ça a été un immense appel d'air à l'immigration, puisqu'on disait... Un clandestin qui était sur notre territoire disait s'il en a naturalisé plusieurs centaines de milliers, moi en me tenant à carreau un jour ou l'autre ça viendra bien pour moi. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite il y a eu les cartes de séjour qui étaient d'1 an, elles ont été repoussées sur 10 ans, donc c'était vraiment une véritable installation. Et puis alors le coup de bistouri final, c'est évidemment l'abolition du droit du sang, c'est-à-dire qu'auparavant pour être français il fallait avoir au moins un parent français. Là maintenant le droit du sang est aboli en faveur du droit du sol, c'est-à-dire que tout enfant né en France de parents étrangers est automatiquement français, par magie, par le verbe, par la loi. Toute vache qui naît dans une écurie devient un cheval. Alors évidemment en métropole on s'en rend pas bien compte parce que pris dans la masse, mais demander aux gendarmes en Guyane par exemple, entre la frontière du Suriname, l'ancienne colonie hollandaise, et la Guyane, les femmes traversent le fleuve en pirogue pour venir accoucher chez nous. C'est pas un hasard, regardez ce qui se passe à Mayotte, entre Mayotte et les Comores. Les Comoriennes, elles viennent accoucher chez nous parce que, les Comoriennes viennent accoucher chez nous parce qu'elles savent que par le droit du sol, elles auront droit à des allocations sociales, allocations parents isolés, parce qu'évidemment, elles sont mères de 6-7 gosses, de 6-7 pères différents, soi-disant, etc. Bon, ça roule. Et c'est comme ça que ce pays a été vendu. Et puis en 83, évidemment, par le tournant idéologique, mais on en reparlera, avec l'arrivée, l'interprétation de l'idéologie des droits de l'homme, l'invention de l'antiracisme militant, qui remplace finalement le vieil antifascisme. Là, on rentre de plein pied dans l'égalitarisme racial, etc., etc. Ce qui nous amène aujourd'hui à considérer que ils sont là, on est tous égaux, dansons Folleville, donnons-nous la main, quelle que soit notre couleur. La nation arc-en-ciel, c'est pas seulement l'Afrique du Sud, c'est la France d'aujourd'hui, quoi. Cette perversion du droit est quand même maintenant bien ancrée, parce que il suffit de demander les uns et les autres à des gens qui sont autour de nous, qui ne sont pas spécialement politisés, ou quel est le droit des migrations qui s'applique en France, dans un cœur unanime et très largement colporté d'ailleurs par l'éducation nationale. Les gens répondront mais la France est un pays de droit du sol. Mais non, à l'origine et depuis Napoléon, la France est normalement un pays de droit du sang. Exact, c'est exact. Et puis alors,
Bon, pour en finir là-dessus, parce que c'est drôle, j'ai relevé cette anecdote. Il faut savoir qu'en 2011, pour revenir, un peu la boucle est bouclée avec cette demande d'ouverture des frontières à l'immigration qui avait été faite à Georges Pompidou. Il faut savoir qu'en 2011, un trio maléfique s'est rendu au ministère de l'Intérieur, voir M. Guéant à l'époque, qui avait fait quelques déclarations qui pouvaient inquiéter le patronat, dans le sens où il essayait d'être un peu plus peut-être restrictif en matière d'immigration. Enfin, au moins, il faisait des grands moulinets. Et il a eu la visite groupée de Mme Parisot, qui était patronne du MEDEF. Il a eu la visite de Mme Lagarde, Christine Lagarde, qui à l'époque était ministre des Finances, et qui aujourd'hui était la patronne du FMI. Et puis il a eu la visite avec eux d'un monsieur soi-disant qui tient des propos balèzes en matière d'immigration, monsieur Juppé. Quelle était la teneur de leur message? C'était de dire arrête de dire des choses sur l'immigration de manière à pas faire monter la pression là-dessus, parce que il ne faut pas qu'on bloque la compétitivité des entreprises en Europe. Si on veut être compétitif au niveau mondial, il faut continuer à tirer les salaires vers le bas. Ça, c'était le message clair de l'UMP, c'était le message clair du ministère des Finances, c'était le message clair du patronat. D'ailleurs, le lendemain, dans Le Monde, bingo, pleine page de Mme Parisot, qui a une page libre, la patronne du MEDEF, pour dire il faut que l'immigration, c'est une chance pour la France, vive le métissage, etc. Donc la messe est dite, dans un journal de gauche. De toute façon, c'est la cynique alliance de la gauche et de la droite sur ces questions-là. Ils sont ralliés tous à l'économie de marché capitaliste, etc. Et en matière de vision de la société, ils sont tous ralliés à la société multiraciale. Donc il n'y a pas de différence, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on récupère cette idée de mélange et de mixité, en tout cas de métissage. Aujourd'hui, elle a été récupérée, puisqu'elle a été quand même bien développée politiquement par la gauche. On va y revenir au début des années 80. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la droite l'a complètement intégrée. Non seulement l'a intégrée, mais elle s'en sert en fait comme prétexte pour servir les intérêts du grand patronat. Oui, tout à fait. Ouais. Bien. Jean-Louis ? Non, pour aller un petit peu, pour avancer un peu plus au travers de ce dossier du dernier numéro de Réfléchir et Agir, il y a un excellent article signé Tomislav Sunic, tu nous l'as présenté tout à l'heure, Eugène, comme un contributeur assez régulier de la revue, sur les États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis ? C'est quand même quelque chose de bien particulier, parce que l'Amérique en général représente une espèce de modèle, un laboratoire, une espèce d'absolu à atteindre à tout prix. Et on se rend compte comme si, on en parlait tout à l'heure hors micro, avec Lord Tesla, en essayant de trouver un modèle d'intégration, en tout cas de société multiraciale ou multiculturelle qui ait pu fonctionner. Il n'y en a pas, très clairement il n'y en a pas, mais le cas américain est quand même très particulier, et dans cette relation qu'on a un petit peu bizarroïde avec les États-Unis, on se rend compte qu'on est peut-être dans une espèce de projection de cette société qui nous attend, en tout cas de ce monde qui nous attend, et d'une vision de ce que peut être la France dans 20, 30 ou 40 ans, peut-être même plus tôt d'ailleurs. Ce qui est fascinant avec les États-Unis, c'est essayer de comprendre pourquoi, il y a encore 50 ou 60 ans, on l'a peut-être oublié, mais ce pays vivait encore sous un régime de ségrégation raciale. Au moins pour la partie sud des États-Unis. Au moins. Il y avait des écoles pour les Blancs, des écoles pour les Noirs, ils allaient pas... ainsi de suite. Etc., etc. Bon. Et comment, 50 ans après, il se retrouve avec un président noir à la tête des États? Comment un obscur travailleur social d'un faubourg de Chicago se retrouve à la tête de l'État le plus puissant de la planète? Il n'y a jamais de hasard dans l'histoire. Bon, il se trouve que Tomislav le raconte bien, il le dit bien, il y a eu des courants qui ont été travaillés pendant des années pour l'égalité raciale, pour abolir la ségrégation, pour la discrimination positive. Et les gens qui ont créé ce climat, cet état d'esprit, etc., c'est pas n'importe qui, c'est notamment une école de pensée qu'on a appelée l'école de Francfort. Les gens de l'école de Francfort, c'est des gens comme Herbert Marcuse, le théoricien de l'homme unidimensionné, c'est-à-dire nomade, sans racines, etc. C'est des gens comme Horkheimer, Adorno, etc. C'est des gens qui sont des juifs issus d'Europe de l'Est, qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 20, qui ont fui des pogroms en Europe de l'Est et qui ont théorisé la chose suivante. Ils se disent, si on vit dans une société homogène, blanche, par définition, la communauté juive, elle est toujours en danger. Par contre, si elle vit dans une société mélangée, c'est une communauté parmi une autre, elle est moins visible. Donc, ils théorisent tout ça, l'éclatement de la société blanche, etc., etc. Et donc, on en arrive à la situation d'aujourd'hui. On élit un président noir. D'ailleurs, le mentor de Monsieur Obama, c'est quelqu'un qui est assez inconnu quand on connaît pas bien un peu les États-Unis. C'est le théoricien de la discrimination politique. Il s'appelle Saul Alinsky. C'est une sorte de juif trotskiste américain, etc. C'est lui le théoricien. C'était lui le mentor politique d'Obama à ses débuts. C'est lui qui l'a formé politiquement, etc. Voilà. Ça, c'est une réflexion intéressante
pour montrer qu'en France aussi, il y a des courants qui travaillent depuis des décennies et des décennies à faire la promotion sur l'égalité des races, etc. C'est pas seulement le grand patronat, c'est des ligues de vertu, et puis c'est tout un business qui s'est créé autour de ça, toute une confédération, toute une nébuleuse dans le showbiz, dans la pub. Mais peut-être, pour revenir par rapport à ce que tu dis là, il y a quand même une spécificité américaine par rapport à un discours biblique. On sait que les États-Unis est un pays bien particulier, c'est un pays qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas cette ancienneté que nous, on peut revendiquer comme un terreau, comme une véritable identité qui s'insère un peu sur une durée. Et là, Szunic le définit bien par rapport au discours biblique. On voit bien, c'est quand même quelque chose de très particulier. Lorsque le président américain est élu, il prête serment sur la Bible. Est-ce que tout ça, on parle justement dans l'article comme la Bible comme un vademecum législatif dans n'importe quel système et qui donne bonne conscience? Est-ce qu'on peut faire cette liaison entre humanisme, ce rapport à l'évangélisme galopant aux États-Unis qui cautionne tout et rien à la fois? Oui, mais la Bible aux États-Unis, elle a servi à tout. Elle a servi hier à tout puisque les pères fondateurs américains étaient la 13e tribu d'Israël, les nouveaux conquérants, les vrais juifs presque, qui retrouvaient la terre de Canaan. Ils sont servis de la Bible pour flinguer les Indiens. Mais aujourd'hui, ils servent de la Bible, ils en font une autre lecture, ils s'en servent de la Bible comme un bélier pour la société ouverte. Finalement, dans la Bible, on trouve tout et son contraire. On trouve aussi bien des passages qui justifient un génocide que pour accueillir l'étranger. On lui fait dire ce qu'on veut à la Bible. Et aujourd'hui, c'est plutôt sur ces chapitres-là qu'on lit, quoi. Ça peut être aussi un pendant intéressant. Je crois que c'est ce que dit aussi Szunic. C'est une adaptation de la théorie des droits de l'homme, adaptée à une spécificité américaine qui est celle de cette hyper-religiosité sur laquelle sont fondées toutes. Nous voilà maintenant quand même aux États-Unis, il faut le savoir. Moi, j'ai de la famille qui vient d'arriver des États-Unis, qui sont allés en voyage, notamment dans les États californiens, etc. Bon, il y a certains États américains, aujourd'hui, ça sert même plus à rien de parler anglais. La question noire, les Noirs, c'est 10% de la population, mais la question noire, elle est même dépassée aux États-Unis. Maintenant, c'est la question de Chicanos, et c'est les Latinos qui ont envahi le pays. À tel point que, en Californie, je crois que les Blancs, maintenant, ils représentent à peine 35-36% de la population. Un petit peu plus, mais globalement, les Latinos sont majoritaires. Oui. Ouais. Et donc, il y a même certains extrémistes mexicains qui rêvent de recréer ce qu'ils appellent le Grand Aztlán, c'est-à-dire ça fait une référence évidemment aux Aztèques, etc. Donc ils rêvent de reprendre la Californie, le Nouveau-Mexique, le Texas, mais ça va loin. Moi j'ai vu la carte qu'ils avaient redessinée, ils vont loin même en profondeur à l'intérieur du territoire américain. Alors je sais pas comment ils justifient ça, j'ai peut-être un chef de tribu qui est venu pisser là, ils se sont dit maintenant on est chez nous, voilà. Mais administrativement ceci dit, politiquement c'est vrai que tous ces territoires, en effet, étaient sous domination espagnole. Je savais que toi aussi t'étais vérolé. Avant que les Américains du Nord, avant que les anglophones, en fait, arrachent ces territoires petit à petit au cours du 19e siècle. Mais c'est vrai que ça faisait partie de l'Empire espagnol et donc du Mexique. Alors, avant de poursuivre cette passionnante discussion autour du dernier numéro de Réfléchir et Agir sur la question raciale, on va prendre un petit peu d'avance et avant de parler de la spécificité française et de détailler, là aussi c'est une question d'actualité parce qu'on parle du Mali en ce moment, on est directement concerné, notamment par rapport au conflit avec les djihadistes et le rôle de l'armée française, mais on verra la spécificité à Montreuil notamment pour parler du Mali. Je vous invite tout de suite à ce morceau fort sympathique. J'ai Amadou Mariam. Amadou et Mariam, voilà, le couple ensemble, maléfique. Voilà. C'est les JR et sous Hélène de Bamako. Un dimanche à Bamako sur Méridien Zéro, comme quoi tout peut arriver. À Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les Djemé et les Dounou résonnent partout. Les Bala et les Tama résonnent partout. La Kora et les Modi sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les Bala et les
sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et Jenny sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les bobonans sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les Sotarama, les Tounis, les taxis et les voitures, les frères, les sœurs, les badauds, les clients, les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. 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 Chers auditeurs, de retour sur les ondes de Méridien Zéro, à l'occasion de cette émission spéciale consacrée au dernier numéro de la revue Réfléchir et Agir, numéro 43, toujours disponible en kiosque, et nous recevons pour cela l'ami Eugène Crampon. Et vous venez d'écouter ce super morceau de néo-folk africain que le monde entier nous envie. Et voilà. Une bonne partie des auditeurs. Bon, j'espère que ne vous entraînerez pas rigueur. Il fallait se mettre dans l'ambiance. Voilà, ça fait partie de toute façon, la discographie sélective. Qui promettent, je crois. Ouais, c'est la discographie sélective de l'ami Crampon. Voilà, donc nous étions à parler des États-Unis et de cette espèce de laboratoire, pseudo-laboratoire de mixité raciale, et on se rend compte à quel point aujourd'hui on est bien loin du compte et que la situation est devenue totalement intenable. Je crois que est détaillée notamment la part plus qu'importante en termes de délinquance. Alors on pourra toujours nous dire que ces gens-là vivent dans des ghettos, ces gens-là n'ont pas la même chance que les autres, ces gens-là sont dans des situations qui font que, on nous l'explique depuis tellement d'années, ne peuvent que les conduire à la délinquance. Mais je crois que le vrai problème, il est ailleurs. Il y a un vrai problème de compatibilité et on se rend compte que ce système-là, eh ben, comme dirait l'autre, a fait pchit, quoi, très clairement. Bah, ce qui le sauve quand même, et ça c'est depuis des décennies, c'est quand même le caractère intégrateur du patriotisme américain, ce qui est une grosse différence quand même avec les pays européens, où du coup ça joue encore pour une bonne partie de la diversité raciale nord-américaine, un rôle intégrateur et un rôle de... comment dire, qui modèlent en fait les populations et qui les font cohabiter encore à peu près ensemble sans explosion majeure. Il suffit de regarder n'importe quelle série américaine pour voir que globalement n'importe quelle minorité raciale, que ce soit les Nord-Américains ou même les Latinos, pour une bonne partie d'entre eux, sont presque plus américains que certains Américains blancs. Et ça, c'est vrai que ça fait quand même aussi une grosse nuance avec les pays européens. Ouais, ça va quand même beaucoup plus loin que ça en même temps, parce qu'on voit que dans tout le pendant culturel de la chose, il n'y a pas de bonne promotion si elle n'est pas colorée. Mais ça, on le voit maintenant en France. Le problème, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on l'a vu récemment, je crois, dans cette série, la Game of Thrones, où en fait on parle, c'est un récit, je sais pas comment, médiéval fantasy, où on voit que... médiéval socialiste, on peut voir ça comme ça aussi. Mais après des plaintes éhontées de certaines personnes bien pensantes,
les producteurs de la série se sont sentis obligés de mettre, alors que dans l'histoire, on parle du peuple de lait, donc des gens face blanche, de mettre un grand chef noir, tout simplement parce qu'il n'était pas concevable aujourd'hui qu'une série puisse exister sans avoir cette espèce d'équilibre ou de reconnaissance où chacun puisse se reconnaître et se retrouver. On le voit aussi dans des séries, dans un film à grand budget américain, je crois que c'est Thor ou je ne sais plus, où on voit que le gardien, enfin un des personnages les plus importants est noir également. On en est là aujourd'hui véritablement dans cette espèce d'absolu au nom de la liberté. Ceux qui ont lu les livres d'Hervé Ryssen ne sont pas surpris. Regardez les gens qui ont écrit les scénarios, qui distribuent, ou les grandes compagnies de cinéma qui sont derrière, vous aurez tout compris. Alors justement, nous y voilà. Il faut appeler un chat parce que ce système-là, enfin ce positionnement-là et cette vision de fonctionnement de la société américaine sert des intérêts, c'est évident, parce qu'on ne peut pas arriver à un tel niveau de déliquescence sans que certaines personnes ne puissent s'y retrouver. C'est évident, le grand capitalisme américain, on sait qui ils sont. On sait par exemple pourquoi la Goldman Sachs a payé la campagne électorale de Barack Obama. Quel intérêt a une banque énorme comme ça, qui a des métastases partout dans tous nos gouvernements européens, pourquoi une banque comme ça subitement décide de financer la campagne électorale d'un obscur petit travailleur social des banlieues de Chicago? Il n'y a jamais de hasard en politique, il suffit de creuser un peu, de lire ce qui se passe un peu dans la coulisse pour comprendre beaucoup de choses. Complètement. Alors pour finir sur cette page liée aux États-Unis, enfin à l'Amérique, qui était nécessaire et importante, puisque on est toujours dans cette relation, dans ce laboratoire d'idées, enfin dans ce laboratoire et cette manière qu'on a de se projeter. Ce qui se passe là-bas peut être tout à fait notre quotidien dans quelques années. Je vous renvoie à la lecture de cet excellent livre, celui de Tomislav Sunic, l'Homo Americanus, qui a servi. Excellent. Voilà. On va revenir par rapport à cette idée de démographie qu'on avait évoquée tout à l'heure, pour remettre peut-être quelques chiffres en perspective, comme on dit. La démographie est aussi un atout essentiel dans ce débat de la race. Enfin, comment dirais-je, de l'image même de ce qu'on peut se faire aujourd'hui du climat racial et d'une perspective raciale en Europe et dans notre pays en particulier. Quand on parle chiffres, évidemment, on se met à blanchir quand on parle d'immigration. Excusez-moi de la petite phrase débile. Mais bon, moi, si vous voulez, dans ce numéro-là, j'ai pas voulu m'axer sur l'immigration maghrébine, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Et puis, dans nos combats politiques depuis 20 ans, c'est surtout sur cette forme d'immigration-là qu'on avait mis le prisme. J'ai voulu parler d'immigrations qui sont un peu plus nouvelles en France depuis 20-25 ans. J'ai parlé de l'immigration asiatique, mais on en reparlera tout à l'heure, puisque au bas mot, ils sont à peu près entre 1 million et 1 500 000 chez nous. On verra pourquoi et comment ils sont arrivés et comment ils y vivent. Et puis j'ai mis surtout le prisme sur l'immigration subsaharienne, noire africaine, dont les chiffres minorés nous disent qu'ils sont à peu près 2 millions chez nous, à peu près. Ils arrivent par 3 sources. D'abord, c'est l'immigration clandestine. Énorme déjà, c'est la première source de l'immigration subsaharienne. La deuxième source, ce sont les étudiants qui viennent étudier chez nous mais qui repartent jamais. Et puis une immigration qu'on pourrait dire, c'est pas vraiment des réfugiés politiques, mais c'est surtout une immigration féminine. Ce sont des femmes qui pensent être en danger dans leur pays s'ils vont être mariés d'office, etc. Donc en jouant un peu sur cette fibre-là, les consulats sont assez open. Et donc ils arrivent beaucoup par ce biais-là en métropole. Donc ça, c'est la deuxième source. Et puis la troisième source est moins connue, mais elle c'est un gros flot. C'est ce qu'on appelle l'immigration nuptiale, c'est-à-dire que, par exemple, un Sénégalais qui est déjà installé chez nous en France, qu'il ait toujours la nationalité sénégalaise ou même la nationalité française, il fait venir une femme du pays. Ça s'appelle l'immigration nuptiale. C'est comme ça que c'est défini au ministère de l'Intérieur, et c'est la troisième grande source. Alors évidemment, cette immigration africaine en France, elle a une particularité. Elle apporte pas grand-chose d'un point de vue intellectuel, mais ça on s'en doutait. Par contre, c'est une immigration de travail, ce qu'on appelle au ministère du Travail BNQ, bas niveau de qualification. Les hommes travaillent beaucoup dans le milieu de la restauration, le milieu de la sécurité ou dans le milieu du nettoyage. Ils sont souvent monotâches d'ailleurs, ils font toujours, c'est à peu près les 3 mêmes métiers, un petit peu dans le BTP maintenant, mais surtout la cuisine. D'ailleurs, regardez dans tous les restaurants dans lesquels vous allez, c'est souvent des Africains ou des ou des Pacos. Bon. Soit c'est la sécurité, regardez qui fait le vigile à la sortie de vos supermarchés, ou soit c'est dans les sociétés de nettoyage. Pour les femmes, c'est tout autre chose. C'est le nettoyage, bien sûr, sont les sociétés de services à la personne.
J'ai le regret de vous dire, Wilsdorf, que lorsque nous serons vieux et que le soir nous aurons besoin de quelqu'un pour mettre une couche, ça sera vraisemblablement une Sénégalaise qui viendra nous langer. Elle travaille beaucoup dans les sociétés de services à la personne. Et puis la troisième grande bloc de travail, c'est tout ce qui concerne les gardes d'enfants, puisqu'il n'est pas possible d'avoir des crèches chez nous en France. Souvent c'est des nounous, il suffit de les regarder, ils sont dans les parcs avec leurs gosses. Des fois on se demande s'il y a une plantation de coton dans le coin. Non, c'est pas la case de l'oncle Tom, c'est une banlieue française, mais ce sont des nounous africaines qui se passent le mot. Ou un centre-ville, d'aller à Paris, les squares parisiens. Les bobos. Et même dans des quartiers comme Neuilly, on voit de manière beaucoup plus évidente. C'est tellement chic, c'est tellement exotique, c'est tellement chic. Voilà. Et puis là aussi, où j'imagine des conditions de vie qui doivent pas être forcément toujours très simples, vivre dans le placard avec filet à mouche. Enfin, il y a des cas pas possibles, mais les gens dont on parle là sont des gens qui sont en situation régulière ou irrégulière? Les deux. Les deux. Vous avez vu ce qui s'était passé dans une grande chaîne de restaurants à Paris, une restaurant qui font de la cuisine du Sud-Ouest. Citons-les, puisqu'ils ont défrayé la chronique. C'était le restaurant Chez Papa. Une cuisine du Sud-Ouest un peu. Ils ont plusieurs chaînes de restaurants sur Papa. Quand l'inspection du travail a débarqué, si l'inspection du travail faisait un travail vraiment méchant, on pourrait boucler quasiment la moitié des restaurants en France, pour des raisons d'hygiène ou si on demandait à regarder le registre du personnel, ça serait comique. Quand on était en cuisine, qui c'est qu'il y avait en cuisine? Il n'y avait que des Maliens, quasiment. Et quand ils étaient tous irréguliers, et le patron a dit « mais moi, si on ne me les régularise pas, je ferme, puisque je n'ai pas de main-d'œuvre ». C'est aussi ça le problème en France, c'est qu'il y a aussi, si le patronat payait mieux ses ouvriers, peut-être que les Blancs accepteraient de faire un certain nombre de tâches, quoi. D'accord, mais il y a aussi peut-être une certaine faute des Européens. Il y a un certain nombre de métiers qu'un certain nombre d'Européens ne veulent plus faire. Je pense que même s'ils étaient payés cher, ils ne le feraient pas. Les jeunes Européens aujourd'hui, ils veulent faire du spectacle, ils veulent faire de l'informatique, ils veulent faire des métiers comme ça, mais dans les travaux manuels, ils n'y vont pas. Du journalisme, bien sûr, mais les travaux manuels sont un peu délaissés. Et puis là, évidemment, puisqu'on va abroger, on va même interdire l'apprentissage dès l'âge de 14 ans, vous doutez bien qu'on ne va pas susciter des vocations. Oui, c'est certain. Vu comme ça, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'avenir à ce niveau-là. Des trois sources, quand même, la plus inquiétante est la source nuptiale, l'immigration nuptiale, parce que ça constitue un véritable levier. Et c'est forcément extrêmement cumulatif parce que ça touche d'abord toutes les migrations, qu'elles soient subsahariennes, maghrébines aussi, et que de fait c'est des gens qui acquièrent la nationalité par mariage. Oui. Et ce qui constitue quand même une naturalisation extrêmement rapide au regard d'autres formes de naturalisation. Mais il y a des véritables filières. Vous avez probablement, comme moi, de la famille à la campagne. Regardez ce qu'ils lisent. Ils lisent le chasseur français. Regardez les petites annonces matrimoniales du chasseur français. Systématiquement, il y a une filière au Cameroun où les gars à la campagne, ils sont tout seuls. Comme me disait une fois Alexis Arrête, quand on est paysan en France aujourd'hui, on ne peut plus avoir de femmes, on peut avoir que des maîtresses. Quand on en trouve. Alors c'est soit le mépris avec l'amour est dans le pré, soit ils font des petites annonces et ils font venir des Camerounaises qui vont vivre avec eux à la campagne. Mais regardez les annonces matrimoniales du chasseur français, la moitié c'est des Camerounaises. Ils connaissent la filière, c'est la bonne filière pour venir en France. Passe une annonce dans le chasseur français. Alors, un des aspects aussi qui est quand même qui est pour le coup très inquiétant est très minoré parce que régulièrement on entend des gens, des Hervé Lebras, des démographes de cet acabit nous expliquer doctement que pas du tout, dès qu'ils sont ici, toutes ces populations changent leur comportement démographique. Or, il suffit d'être au contact en fait de ces milieux-là pour s'apercevoir que non. Bon, je vais prendre un petit exemple, étant au contact d'une tranche d'âge qui est en gros les 14-18 ans, je suis régulièrement amené à avoir des renseignements de famille qui sont confidentiels bien sûr, mais qui sont quand même des renseignements sur le nombre d'enfants dans la famille. Il suffit de comparer par exemple des individus d'origine des descendants de familles portugaises, d'immigrants portugais à 2 générations pour voir que ils sont sur un comportement démographique, un comportement européen, donc en moyenne à peu près 2 enfants par famille, là où toutes les familles d'origine immigrée, qu'elles soient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, sont à au moins 4. Et ça monte très facilement pour l'Afrique subsaharienne et en particulier sahélienne à 8, 9, 10, 11. Et ça, c'est sur une génération à N plus 1 et même N plus 2. C'est-à-dire que tout le discours qui est livré par nos démographes, qui généralement est constitué de purs mensonges et de gens qui font de l'idéologie, pas du tout de la science démographique, est complètement faux.
Oui, et puis bon, alors ce choc culturel et démographique, on s'en est rendu compte, ça a explosé sur les écrans pour moi au moment des grandes émeutes en 2005. Je vous rappelle que, vous vous souvenez, en 2005, la France, pendant 3 semaines, était un peu à feu et à sang, les banlieues se sont levées. Et quand on regardait, ils avaient beau mettre des carrés blancs sur les yeux, des manifestants, on voyait bien que c'était pas des Bretons, ni des Alsaciens, ni des grands Flamands quand même. Et ça a été le choc. Bon, ils ont été obligés d'avouer quand même que dans la plupart des banlieues, les bandes ethniques qui affrontaient la police ou qui faisaient des dégradations, qui incendiaient, etc., qui brûlaient les bagnoles, qui brûlaient les gymnases, les écoles, etc., c'était souvent des jeunes issus de l'immigration subsaharienne en grand nombre. D'ailleurs, il faut se souvenir qu'à l'époque, c'est pas la police qui a mis fin à ces émeutes. Ces 2 styles de nouveaux, en plus, sur notre territoire, sont les imams, qui ont joué le rôle de modérateur pour que ça cesse, et puis les grands frères, les dealers, puisque évidemment c'est pas bon pour le business d'avoir un quart de CRS pendant 3 semaines au pied de la tour. Donc ça c'était pas terrible. Donc voilà, on en est là, quoi. Alors moi naïvement, je pensais que ce qui s'était passé, ça désirait un petit peu les yeux de nos concitoyens. Même pas. C'est plutôt ça qui m'inquiète, le fait que les gens, malgré ce qu'ils voient, trouvent toujours que ce qu'en dit la télé, malgré ce qui se passe sous leurs fenêtres, c'est toujours plus véritable ce que eux-mêmes en ont vu ou interprété, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de banalisation de ce genre de comportement où on est habitué au rodéo le soir du jour de l'an, de la Saint-Sylvestre, des bagnoles qui brûlent. C'est des petits conflits de basse intensité qui sont permanents, mais on s'y habitue, ça fait partie des faits divers de l'actualité, comme les chiens écrasés dans nos campagnes ou les résultats du match de foot du coin le dimanche, quoi. Et puis comme ça se passe au travers de la télé, on a l'impression... C'est loin. Oui, c'est loin quelque part, et puis il y a une telle banalisation au travers de l'abrutissement des masses, au travers des séries à la con, il y a toujours cette relation qui peut être faite, et je suis pas sûr que les gens... Alors, ça peut changer, peut-être que ça change d'ailleurs actuellement, mais on en est encore à une espèce de vulgarisation du sujet sans véritablement franchir le pas. On le voit bien d'ailleurs du point de vue politique. Il n'y a pas véritablement de sanctions à ce niveau-là, il n'y a pas véritablement de réaction de la part des gens qui, au travers du droit de vote, d'aller voter, pourraient sanctionner cet état de fait, tout en étant conscient qu'aujourd'hui, la plupart des types qui vont en prison ne sont pas d'origine française ou européenne, et ainsi de suite. Alors on peut toujours nous rétorquer ils ont la nationalité ou je ne sais quoi. Mais d'un point généralement d'ailleurs ce qui est rétorqué. C'est généralement d'ailleurs ce qui est rétorqué. Mais moi je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui me semblait un petit peu important, essentiel, et on en parle dans le numéro, c'est cette espèce de basculement qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a défini un petit peu dans les années 70 cette espèce de besoin économique, de légitimation de cette immigration, qui va nous amener à cette question raciale qui est l'objet du dernier numéro de Réfléchir et Agir, mais de voir comment politiquement les choses ont été complètement adapté à cette grande théorie des droits de l'homme, cette espèce de logique de la mixité raciale avec l'arrivée de la gauche au début des années 80. On ne peut pas faire cette émission sans parler de Touche pas à mon pote et tout ce qui s'ensuit, Harlem Désir et j'en passe et les meilleurs. Il y a vraiment là une espèce de... Un basculement. C'est toujours pas encore d'actualité, mais ça pourrait le devenir très rapidement avec le droit de vote des étrangers. Mais... Bon, ça, c'est une tarte à la crème. Oui, à partir du moment où ils sont naturalisés, par définition, ils ont le droit de vote. Tout à fait. Mais je veux dire par là, on voit que d'un point de vue politique, il y a une véritable réappropriation du phénomène de l'immigration, une légitimation du point de vue droit de l'homiste, et là-dessus, les choses qui ont été faites au début des années 80 signent une espèce de non-possibilité de retour sur la chose, quoi. Alors ça, c'est un tournant idéologique. C'est un papier important dans REA, dans le dossier. Le tournant idéologique, il a lieu en 83. Pour les plus anciens qui ont connu cette époque-là, se souviennent, Mitterrand est élu en 81 sur un programme commun avec le Parti communiste. En 2 ans, la France est en faillite, quoi. Et en 83, la gauche opère une mutation idéologique, probablement en relisant les grands classiques de la société ouverte, Karl Popper, etc. Et en 83, Mitterrand, il nomme un Premier ministre qui s'appelle Laurent Fabius, qui est un type qui est acquis à l'idéologie de marché, etc. Et qui fait une relecture avec un pote à lui qui s'appelle Jack Lang. Ils font une relecture un petit peu nouvelle. Ils disent, l'antifascisme, c'est fini. On va inventer une nouvelle doctrine qui s'appelle l'antiracisme. Ça nous permettra, en jouant sur la corde sensible, de nous créer un nouvel électorat parmi ces gens-là. C'est la caution politique. Voilà. Et puis surtout parmi la jeunesse, puisqu'à l'époque, la jeunesse, le capital électoral de la gauche à l'époque s'effondrait. Donc il fallait créer un petit peu une idéologie de substitution qui viendrait remplacer le communisme
communisme ou la gauche rétrograde qui était finissante. Et donc l'antifascisme, c'est fini, naît l'antiracisme. Le communisme va mourir, va être remplacé par le communisme du 21e siècle, c'est-à-dire l'antiracisme. Et puis on fait une relecture un peu importante de ce qu'on appelle l'idéologie des droits de l'homme. À l'époque des droits de l'homme, on en parlait, mais l'idéologie des droits de l'homme, c'est pas la même chose. On interprète, si vous voulez. À partir du moment où on dit que tous les hommes sont égaux, que à partir du moment où ils viennent chez vous et qu'ils adhèrent au pacte républicain tel que nous on l'entend, il n'y a pas de raison à s'opposer à ce qu'ils soient français comme vous et moi. Donc en un tour de main, à partir du moment où ils sont naturalisés et qu'ils adhèrent au pacte républicain, qu'ils adhèrent à l'idéologie des droits de l'homme, et puisque la France est le pays de l'idéologie des droits de l'homme, eh bien ils sont français au même type que le bourguignon qui est enraciné dans sa terre depuis 1000 ans, le breton ou l'alsacien, etc. Et le tour était joué. Tout le monde peut être français, quoi. C'est le dessin qu'avait fait Conque. Voilà, tout le monde il est français. Est-ce que nous aussi on est français? Regarde la planète de loin. Bah oui, tout le monde il est français à partir du moment où on adhère à l'idéologie des droits de l'homme et au pacte républicain. Il n'y a aucune barrière franchissable. Et alors les gens évidemment qui à l'époque s'opposaient à ça, c'était essentiellement le Front National. À l'époque, je parle du grand Front National de l'époque, celui encore qui avait des affiches où on disait quand nous arriverons ils partiront. Je dis ça aujourd'hui parce que Marine Le Pen elle a une autre dialectique aujourd'hui sur le sujet. Elle en parle quasiment plus de l'immigration. Ou alors elle parle un peu d'immigration, clandestine, en disant qu'il faut y mettre un frein. Elle parle même qu'il faut encore en faire venir 10 000, ce serait encore raisonnable. 10 000, pourquoi faire? Il n'y a déjà pas de boulot pour tout le monde, 10 000, pourquoi faire? Bon. Mais à l'époque, donc on crée cette idéologie. Alors je vous rappelle, pour l'idéologie des droits de l'homme et du citoyen, on oublie un peu le citoyen évidemment, elle a été fondée, elle a été écrite en 1948 par un monsieur qui s'appelle monsieur René Samuel Cassin, qui est enterré au Panthéon. D'ailleurs, monsieur Mitterrand, lors de son investiture, a déposé une rose sur son cercueil. Et que disait monsieur René Samuel Cassin de l'idéologie des droits de l'homme, qu'il avait lui-même écrite et interprétée? Il disait que c'était une laïcisation des principes du judaïsme. Oui, tout est dit. Encore. Oui. Encore. Alors, on se rend compte qu'à partir de ce basculement idéologique, on l'a vu, on parlera un peu plus du côté un petit peu identité de la chose à la fin de notre émission, mais on voit qu'il y a une vraie vulgarisation du principe de l'identité, c'est-à-dire que le malien, le maghrébin, ça vaut à la fois le bourguignon, le breton, comme tu disais tout à l'heure. Donc il y a cette espèce de vulgarisation. On est tous là pour défendre la même chose, tout se vaut, et on voit apparaître peut-être paradoxalement, toutes ces associations de défense et de lutte, alors on peut les citer, parce qu'elles sont nombreuses et elles ont pignon sur rue aujourd'hui, parce qu'il ne se passe quasiment pas une journée sans qu'on entende parler du MRAP, de la LICRA, de la Ligue des droits de l'homme, aujourd'hui du CRAN de manière plus récente. Chacun a son... Le CRAN, c'est récent, mais si tu veux, la LICRA, le MRAP, c'est des vieilles maisons, ça, c'est des gens qui travaillent la société en profondeur. Mais elles ont été légitimées au travers de ça. Mais la Société du spectacle, en 83, a créé une autre association qui est un peu moins le vent en poupe aujourd'hui, mais à l'époque, il faut voir, dans les lycées, tout le monde s'achetait la main. On crée SOS Racisme. Le fondateur de SOS Racisme, c'est Julien Dresse, un ancien trotskard. Il met à la tête un type emblématique, qui est un peu insipide, mais enfin... c'est l'homme de l'avenir, quoi. C'est un métis, il s'appelle Jean-Philippe Désir, donc il se fait appeler Harlem Désir, tout ça. Mais tout ça, c'est des gens à l'époque qui sont mobilisés, qui vont à la télé, qui vont dans les lycées. Vous voyez, aujourd'hui, monsieur Payon, il admettrait pas qu'un directeur de collège suscite ne serait-ce qu'un petit débat sur le mariage homosexuel. Mais à l'époque, ça les dérangeait pas de faire rentrer des bataillons entiers, des artistes, le showbiz. Tout ça, c'est créé une espèce de nébuleuse qui avait un monopole dans les médias. Et depuis cette époque-là, il n'est plus du tout question, y compris dans la justice, dans les médias, etc., dans aucune institution, il n'est plus du tout question de parler d'identité, etc., de même de dire, l'immigration, c'est un problème. Parce que là, évidemment, on crée à nouveau un personnage un peu fantastique, parce que, évidemment, pour que le bien existe, il faut créer le mal en face. Le mal qu'on a créé à l'époque, c'est la figure emblématique du racisme, alors que personne, même le Front National, ne parlait pas de racisme, puisque c'est un mot complètement caviardé, parce qu'on fait du racisme de tout maintenant, anti-jeune, anti-vieux, anti-gros, anti-maigre, etc. Ça veut rien dire. Le racisme, ça répondait à une définition exacte. Ça voulait dire hiérarchiser les races. Ça voulait dire penser appartenir à une race supérieure. Et parce que j'appartiens à une race supérieure, j'ai des droits supérieurs à. Personne n'a jamais défendu ce discours dans la classe politique. Il n'y a que dans les marges, peut-être des gens qui pensaient à ça ou qui parlaient de ça. Mais ça n'existait pas. Mais on assimilait à ça. Alors évidemment, le racisme, c'est assimilé au Troisième Reich. Donc le Troisième Reich, c'est le génocide. Vous voyez, tout ça, c'est un empilement sémantique, etc. Et donc, plus personne aujourd'hui d'ailleurs n'ose dire sur l'immigration il faut faire attention à ce qu'on dit. D'ailleurs vous voyez bien quelqu'un non moi je suis pas raciste, il y a peut-être un peu trop ils sont peut-être un peu nombreux mais attention tout le monde commence par se couvrir en disant non moi j'en suis pas.
C'est parce que les gens, ils ont la trouille. Et puis maintenant, on a pris la vitesse supérieure, puisque maintenant, on parle même de repentance, etc. Donc maintenant, il faut même avoir honte de ce qu'on est, quoi. Il faut avoir honte de son histoire, il faut avoir honte de son identité, il faut avoir honte de sa culture. Tout ça pour faire quoi ? Pour faire place nette aux autres. Point barre. C'est ça le fond de l'histoire. Le fond de la cuillère, il est là. Mais en fait, on se rend compte que toutes ces associations, aujourd'hui, qui ont pignon sur rue, sont véritablement véritables freins à toute forme d'expression, de manière à pouvoir gérer des problèmes, en tout cas de pouvoir en discuter. On ne peut plus parler d'immigration sans être quelqu'un de raciste. On ne peut plus parler, des homosexuels et du mariage gay sans être homophobe. Voilà, c'est devenu. Maître Delcroix est venu à cette antenne Oui. il y a un an. Bon, moi, je l'ai vu. J'ai vu Maître Delcroix plaider dans des salles devant la 17e correctionnelle. Qui sont les parties civiles en face de lui ? C'est toujours les mêmes. La LICRA, le MRAP, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Bon, il faut les voir. Et ils font pression, évidemment, sur la magistrature. Quand on est condamné, quand on est assigné à comparaître devant ces gens-là, il n'y a pas un président de tribunal qui va oser leur donner tort. Vous êtes forcément condamné d'avance, malgré les plaidoiries extraordinaires, malgré un démontage de l'échafaudage juridique, de leur imposture, etc. Il a fait des plaidoiries extraordinaires, mais face à des gens comme ça, à moins d'une erreur de procédure où là, il gagnait systématiquement ses procès, voilà. Mais ça arrivait de temps en temps, parce qu'ils font aussi des erreurs de procédure. Donc là, à ce moment-là, il est laminé, mais sur une procédure en face qui était correctement montée, malgré il y a une espèce de pression psychologique qui est faite sur la magistrature, et tous les gens qui sont amenés à comparaître sont balayés. C'est terminé. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Oui. Alors, on a parlé là justement de cette immigration. Alors, on a fait cette liaison au début, on parlait effectivement, le problème de la question raciale était un petit peu l'étage supérieur de la fusée amené par ce problème de l'immigration, mais on a parlé donc Maghreb, on a parlé Afrique subsaharienne, et on peut parler aussi, on a évoqué tout à l'heure, le cas de ces immigrés venus d'Asie, et notamment toute cette population chinoise. Il y a eu récemment une chronique, ça a un peu défrayé la chronique par rapport à la prostitution, de ces trucs-là, de ces femmes qui vivent là, on a essayé de nous faire pleurer un petit peu là-dessus aussi. Je crois qu'il y a vraiment un cas très spécifique et bien particulier. Ils sont là pourquoi, ceux-là ? Alors, l'immigration chinoise, elle est arrivée en 2-3 grandes vagues. La première, elle est arrivée après 75, au moment de la chute de Saigon. Donc pendant 4-5 ans sont arrivés surtout des réfugiés de l'ex-empire français, donc des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens. Mais parmi ces 110 000 Asiatiques qui sont arrivés, la moitié étaient des Chinois diasporiques. Parce que les Chinois, ils sont nombreux au Vietnam, ils sont nombreux au Cambodge. Roger Hollande me disait un jour d'ailleurs, ils tiennent l'économie de ces pays-là, ce sont les Juifs d'Asie, les Chinois, ce sont des commerçants extraordinaires. On les retrouve à La Réunion, on les retrouve dans les dom-toms, c'est eux qui tiennent les commerces également. Exact. Donc ça, c'est la première vague. Et puis, à un moment donné, en Chine, il y a eu une espèce de perestroïka aussi, après la mort de Mao. Un grand nombre d'usines d'État ont fermé. Et là, ce sont des provinces entières qui ont commencé à arriver chez nous. Parce que quand on dit ils sont arrivés par petits bouts, etc., oui et non. Quand il y a un village qui arrive, c'est pas un village là-bas. Une ville là-bas, c'est plusieurs millions d'habitants. Donc c'est quasiment des quartiers entiers qui s'en vont. Et qui recréent des petites Chines chez nous. Ils viennent chercher du boulot. D'abord, c'est une immigration brillante. Je rappelle que dans les grandes écoles de commerce, les grandes écoles de com, souvent les majors de promotion, souvent les filles d'ailleurs, réussissent très bien leurs études. Pareil dans tout ce qui est école de musique, les conservatoires supérieurs, ainsi de suite, c'est pareil, on retrouve... Exact. Et d'ailleurs, tu parlais des prostituées à l'époque. Les prostituées chinoises, elles arrivent d'une région particulière de Chine, elles arrivent de la région du Dongbei. C'est souvent des ouvrières ou des anciennes cadres de grandes usines qui ont fermé en Chine. Ils n'ont pas d'autre choix, ils sont venus retrouver de la famille chez nous, et ils n'ont pas d'autre boulot, d'abord parce qu'ils ne parlent pas le français, et leur seul échappatoire, eux, c'est de rencontrer un Français. Précisément pour se marier, qui parle la langue, c'est d'apprendre vite la langue pour se marier qu'un Français. C'est le seul moyen qu'ils ont de sortir du trottoir. D'ailleurs, vous les voyez. Bon, j'ai fait un reportage pour ce numéro. J'ai pas voulu aller dans le triangle de Choisy, dans le 13e arrondissement, puisqu'on en parle tellement. Mais il y a un quartier chinois à l'intérieur de Paris, le quartier chinois de Belleville, où ils ont chassé les derniers juifs, les derniers cafetiers kabyles, etc., etc. C'est l'ancien Belleville, c'est l'ancien quartier des insurgés de la commune, un mythe qui nous est assez cher. Et ils sont implantés là, ils ont ouvert des commerces avec de l'argent. Tout le monde sait comment vient l'argent. Ils ont un système de financement, ils passent pas par les banques, ça s'appelle une tontine, c'est-à-dire qu'ils font un tour de table, etc., dans une famille, dans leur famille au village, etc. Et ils ont l'obligation de rembourser une astreinte, ils ont une astreinte financière quasiment mensuelle, etc. Et ils ont intérêt à la rembourser d'ailleurs, parce que là-bas, quand la somme n'est pas remboursée, il y a la famille qui flotte dans le Yangtze Kiang, donc ça rigole pas, quoi.
Mais ils ont trusté des quartiers entiers, ils ont créé toutes sortes de commerces, des agences de voyage, des commerces de bouche, etc., qui permettent de blanchir de l'argent, etc. C'est un monde fascinant. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on les entend pas. C'est une immigration discrète qui travaille. Il y a une vraie particularité par rapport à ça, c'est qu'ils font pas de vagues, ils font pas de bruit, on les voit pas. On ne les entendait pas. Non, on les entendait pas. On y viendra là dans quelques instants, mais ils sont révoltés à Belleville il y a 2-3 ans parce qu'ils étaient rackettés par des voyous maghrébins et africains, parce qu'ils se baladent souvent avec des enveloppes de fric à la sortie de leur commerce, donc ils se faisaient racketter. Donc ils se sont rebellés. C'est la seule fois où on les a entendus. Mais autrement, vous les entendez pas. C'est plutôt des gens discrets. Ils aiment pas, généralement, quand on les connaît bien, les Chinois, ils aiment pas les Arabes, ils aiment pas les Africains. Dans leur quartier, ils tolèrent les Français. Ils tolèrent, hein. Je dis bien, ils nous aiment pas d'un amour démesuré. Ils sont chez eux. Hein. Ils ont créé une enclave, ils se sont créés une petite Chine à eux, avec leurs références, leurs habitudes, leur commerce, leur téléphonie, leur bordel, leur salon de massage, leur salon de jeu, leur tripot, etc. Ils ont créé des petits Hong Kong, des petits Pékin, etc. etc. quoi. C'est un monde assez fascinant. Difficile à pénétrer, parce qu'évidemment, il y a la barrière de la langue déjà, mais ils sont assez méfiants envers tout ce qui n'est pas communautaire. Voilà, je crois ça a permis de faire un petit peu un tour d'horizon d'une situation relativement colorée, propre à la France en 2013. Et je vous propose tout de suite une seconde pause musicale. Et là, je laisse le soin à l'ami Eugène, parce que là, je suis un peu dépassé, parce que culturellement, là... Eugène est jeune. Hein. Voilà, tout est dans la jeunesse. Toujours dans un... Bon, nos auditeurs ont bien compris qu'on était dans un esprit de déconnade. Bon, c'est une chanson qui passe actuellement sur Énergie. Le français, c'est un français, il est blond aux yeux bleus, il s'appelle King V. Alors, il chante comme un Africain. Alors, la chanson, ça s'appelle Fatoumata Tamaté, qu'est-ce que t'attends pour la tâter. Ça raconte un peu l'histoire de DSK. Mais si vous voulez, derrière ça, c'est pour vous, si vous êtes un peu curieux, écoutez un peu la bande FM. Si vous avez des ados chez vous, ils vont vite vous le rappeler. Vous verrez qu'actuellement, en matière de chansons, c'est soit de la chanson anglo-saxonne, soit maintenant ce sont des rythmes africains. On habitue nos jeunes à écouter de la musique, non pas du monde, puisque c'est de la musique africaine hollywoodienne, quoi. Mais enfin, bon, on habitue nos jeunes à danser, à écouter, à avoir ça dans le fond de l'esprit, quoi. Et ça marche très bien, puisque évidemment c'est numéro 1, ou ça l'a été il y a encore quelques semaines, des ventes, etc. Donc écoutez les paroles, c'est drôle, c'était juste un clin d'œil. Alors, voilà. Je laisse le soin à notre DJ MC Tesla, c'est parti. Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté, cette nuit risque de te hanter. Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté. Toute la planète en a parlé de cette nuit à l'hôtel, celle où tu n'as pas pu résister à te jeter sur elle à la une des journaux télévisés. Toi tu passes pour un infidèle et c'est donc menottes au poignet que l'on te voit faire du zèle. Ça aurait dû rester perso, oh oh oh, mais là c'était le coup de trop, oh oh oh. La prochaine fois tu feras sûrement plus attention, ça t'évitera tous ces tracas et toutes ces tensions. Fatoumata, Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté, cette nuit risque de te hanter. Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté. Non, 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 ne pleure pas, Fatoumata, non, ne pleure pas, Fatoumata, non, ne pleure pas, Fatoumata. Ne pleure pas, Fatoumata, non, ne pleure pas, Fatoumata, non, ne pleure pas, Fatoumata. Pendant que tu vois ta vie s'étaler dans les médias, tu te dis que l'addition est salée dans l'immédiat, car elle a peut-être menti ou dit la vérité. Mais une chose est sûre, c'est que tu n'es pas prêt de l'oublier. Fatoumata, Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté, cette nuit risque de te hanter. Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté, elle t'a maté, Fatoumata, elle t'a maté, et toi tu m'as tué là. Elle t'a maté, Fatoumata, elle t'a maté, et toi tu m'as tué là. Fatoumata, Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté, cette nuit risque de te hanter. Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté.
Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'attends, c'est de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté, cette nuit risque de te hanter. Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'attends, c'est de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté. De retour sur Méridien Zéro après cette page culturelle de haute volée. Merci Eugène. Je crois qu'il était important. On a le droit de cramponner de temps en temps. Ouais, c'en est une bonne. On a fait un panorama, comme je disais juste avant, d'une situation d'immigration propre à la France, qui est propre d'ailleurs à la plupart des pays d'Europe. Oui, il n'y a pas de spécificité. Je crois qu'on est tous un peu dans le même cas, non ? Oui, au niveau d'Europe, je crois qu'il n'y a pas de particularité à ce niveau-là. Non, si on fait le tour, toutes les nations sont bien envahies. Voilà. Je crois que le bon pont, c'est quand même la Belgique. Ouais, et puis à contrario des pays d'Europe du Sud, je pense en particulier à l'Espagne ou le Portugal, qui sont un petit peu moins directement touchés. On peut quand même passer en Espagne, faire des dizaines de kilomètres sans rencontrer de non-blancs. Voilà, donc on a fait ce bilan et dressé un petit peu cette carte, cette réalité pratique. Et moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui fait, nous, notre identité. Enfin, on parle, le sujet, le thème de ce numéro, c'est quand même la question raciale. Et c'est de voir aujourd'hui, il est important de parler du principe de l'identité. Nous, nous avons à cœur sur Méridien Zéro et dans la mouvance et au mouvement d'action sociale, de dire qu'aujourd'hui, il nous faut, et c'est un impératif, revendiquer qui nous sommes, d'où nous venons, et on se rend compte qu'on va vraiment à l'encontre de cette logique ambiante. Mais je crois que c'est important de pouvoir dire, voilà, nous, ce qu'on propose et quelle alternative, et que d'un point de vue européen, il y a une vraie identité, et que ce mélange-là, cette beauté du métis comme une espèce d'absolu, comme un avenir indépassable, et voilà, on défend... Le métis qui a remplacé le prolétaire d'il y a 20 ans. C'est la nouvelle figure paroxystique du système. Hier, l'emblème, c'était le prolétaire communiste, etc. On a dit que l'antiracisme, c'était le communiste du 21e siècle, donc le prolétaire d'hier était remplacé par le super métis d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme qui n'est rien du tout, puisqu'il est la victime d'ailleurs d'un choc de deux hérédités, et il sait plus où il en est. Donc d'ailleurs, les gens qui prônent le métissage seraient bien en peine de nous citer une seule nation où ça a marché, une nation qui est métissée par définition sort de l'histoire. Mais on va en parler tout à l'heure quand on parlera peut-être du Brésil. Voilà, donc nous, au niveau l'identité, alors l'identité française, ça veut pas dire grand-chose, mais l'identité européenne, au moins culturellement, et du point de vue des origines, on a quelque chose à revendiquer, parce que il y a une vraie alternative à ça, à cette situation. Nous sommes des militants, nous avons vocation à nous battre, et contre cet état de fait, on se rend compte, est-ce qu'il existe une vraie alternative pour le blanc aujourd'hui en Europe ? À quel point de vue ? Par rapport à une revendication identitaire, un avenir en tant que tel, vers quel type de société est-ce qu'on va si... nous revendiquons cette identité-là, mais quelle place on a au travers de cette situation-là qu'on a pu faire depuis le début de cette émission ? J'ai fait je lis pas les choses dans le mar du café, j'observe ce qui se passe un petit peu dans le monde, j'ai fait un peu des éléments de comparaison, et pour moi il y a 4 scénarios possibles. Soit c'est le scénario qui semble se dessiner aujourd'hui, ce qui pour moi est le plus tragique, c'est-à-dire un scénario à la brésilienne, c'est-à-dire que on se métisse inexorablement, c'est ce qu'avait bien vu déjà Gobineau quand il a écrit l'essai sur l'inégalité des races. À l'époque, il était ambassadeur au Brésil, il voyait bien à quel point la société des brésiliennes était dégénérée, puisque c'était déjà un cloaque racial, un grand mélange, etc. Et on voit bien ce qu'il y a aujourd'hui le Brésil, un pays de 200 millions de personnes. À quel moment on parle du Brésil aujourd'hui, quoi ? On parle du Brésil aujourd'hui pour les matchs de foot, pour les nanas qui vont s'y refaire les nibards quand elles ont des ronds, ou parce que y a le carnaval et ils défilent pendant 8 jours avec une plume dans le cul. Voilà, c'est ça le Brésil aujourd'hui. Bon, mais c'est le scénario qui se dessine chez nous, quoi. On est mélangé, on sera plus rien, il y aura quelques petits conflits de basse intensité comme il y en a. On est submergé par la non-culture américaine. Bon, on n'est plus rien. Le modèle français, européen, tel que nous l'aimons, tel que nous le défendons, disparaît un peu à peu dans le temps, quoi. Bon, ça c'est le scénario le pire. Ouais, c'est en ce sens-là où d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure, sur l'accoutumance en fait, et sur cette eau tiède dans laquelle on est plongé. Je me souviens d'une vieille image qui avait été utilisée, je ne sais plus par qui d'ailleurs, sur Radio Courtoisie, qui était de nous comparer une grenouille. La grenouille, quand elle est plongée dans un bain très chaud brusquement, elle saute hors de l'eau, et donc il y a une réaction. Quand elle est baignée dans l'eau tiède, dans l'eau froide qui devient de plus en plus chaude tout doucement, elle s'endort en fait, elle tombe dans un endormissement. Une apathie, et on est en effet dans ce cas-là, et c'est ce qui correspond exactement en effet au premier scénario. Oui, c'est ce qu'écrit Dominique Vénère quand il dit l'Europe est en dormition, il dit pas autre chose, quoi. Bon, ça pour moi c'est le scénario le pire. Il y a un autre scénario possible, on en parlait plus il y a encore 10 ou 15 ans,
c'est ce que j'ai appelé la libanisation, c'est-à-dire un antagonisme de communauté. Alors évidemment, une ghettoisation, mais bon, c'est un scénario auquel, oui, on peut croire, mais néanmoins, pour qu'il y ait un scénario à la libanisation, un affrontement communautaire, il faudrait encore que les Blancs de ce pays aient encore envie de se battre et de se défendre. On n'en prend pas le chemin d'abord parce que... Pourtant, on se rend compte que dans certains quartiers, je dirais l'État, en tant qu'entité physique, a déserté, n'est plus présente, et quand bien même elle souhaiterait y retourner, la chose semble particulièrement compliquée. Enclaves, mais les Blancs s'y battent pas, ils fuient, ils votent avec leurs pieds. D'ailleurs, si vous regardez la sociologie du vote Front National, aujourd'hui, vous voyez bien que ça se passe pas sur Paris, ni dans la première grande couronne de Paris. Le Front National ne fera plus jamais de bons scores sur Paris, ni dans la première couronne, hein, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, etc. Plus on s'éloigne de Paris, plus on assiste à des phénomènes de réurbanisation. C'est l'article qu'a écrit notre ami Feltin Tracol. Et regardez les scores que fait le Front. Aujourd'hui, le Front fait des bons scores à 50-60 km de Paris. C'est-à-dire que les populations qui votaient Front à l'intérieur, sur Paris ou dans la première banlieue partent de plus en plus loin pour travailler. Alors, évidemment, tous ces gens-là se disent aussi forcément peut-être un petit peu antiracistes, mais néanmoins, ils veulent pas vivre avec eux, donc ils vont un petit peu plus loin, quoi. Puis à un moment donné, ça va bien, parce que il y a aussi des phénomènes, les égouts débordent, hein, et maintenant à la campagne, il y a des phénomènes d'insécurité qui sont récurrents. Moi, j'ai de la famille en province. Il y a encore quelques années, on fermait jamais la maison, on fermait même pas la voiture, quoi. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Les égouts débordent. La voiture tournée devant la boulangerie. Ouais, peut-être. Ouais. Et donc, si vous regardez la sociologie, regardez les élections qu'il y a eu la semaine dernière, la partielle dans l'Oise. On est à combien ? On est à 100 km de Paris, quoi. Donc, ces scores-là sur Paris ou dans la première couronne de Paris, maintenant, sont totalement impossibles. Ce qui laisse une ouverture quand même sur ce scénario-là, c'est l'incertitude économique et la possibilité, défendue, hein, par des gens comme San Giorgio, d'un effondrement où là, par contre, ça radicaliserait très certainement les liens de communauté et les liens de solidarité, parce que chacun devrait trouver à bouffer. Or, on sait que lorsque les gens doivent trouver à bouffer, tout de suite, ça complique. Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique-là de fatalité ? On va vers un point de non-retour, qu'on a déjà peut-être d'ailleurs dépassé, mais on se rend compte où, effectivement, je rejoins Jean-Louis, c'est cette analyse que fait San Giorgio, cette logique... on peut presque parler de survivalisme, en tout cas de l'anticiper. Est-ce qu'on n'en est pas là aujourd'hui ? C'est-à-dire est-ce qu'on peut blâmer aussi nos compatriotes des fois d'abandonner certains quartiers, d'être obligés de partir, de fuir, tout simplement parce qu'ils ne sont plus soutenus, plus aidés. Au quotidien, la vie devient impossible. On rejoint cette logique de ghettoisation aussi dont on parlait. Est-ce que c'est pas un schéma où peut-être le plus vraisemblable et quelque part le survivalisme, une espèce d'alternative malgré tout devant une situation que personne ne peut plus gérer tellement elle a été négligée, bâclée et que l'État est complètement je sais que c'est assez tendance ça dans nos milieux actuellement, le survivalisme. Bon, pourquoi pas, c'est une piste intéressante. Moi, personnellement, je m'y astreins pas. Je pense que l'histoire, c'est toujours le domaine de l'inattendu. On ne sait pas. Après tout, il le dit, Gourevitch, dans le livre, dans l'entretien qu'on a fait dans la revue. Il dit la France, ça sera ce que les Français veulent qu'elle soit. Hein, s'ils ont envie de se battre, mais ils se réagissent, soit ils réagissent pas, et puis on finira brésilien. Bon, mais regardez ceux qui ont eu de la famille en Algérie, il y a 50 ans, en 6 mois, il y a 1,5 million, 2 millions de personnes qui sont parties. Bon, voilà. Nous, on est sur une autre échelle, puisqu'ils sont 12 millions chez nous, donc c'est pas du tout la même échelle. Mais néanmoins, qu'est-ce qui est impossible, quoi ? Qu'est-ce qui est impossible ? On n'en sait rien. Il faut changer les paradigmes de la société. Aujourd'hui, évidemment, dans la société droit de l'homme, il semble impensable qu'on fasse un transfert de population de 12 millions. Dans une société qui subitement retrouve un instinct identitaire et dit maintenant trop c'est trop, c'est peut-être pas impensable. 12 millions, c'est grosso modo le nombre d'Allemands transférés depuis les territoires de l'Est en 1945. Excellente comparaison. Oui. Alors, justement, par rapport à cette situation-là, on se rend compte que tous les tenants de cette logique bien pensante, droit de l'homiste, qui nous prône les avantages d'une société multiraciale, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de leurs fondamentaux qui sont battus en brèche. On se rend compte que un grand nombre d'analyses qui avaient été faites par des tenants de la logique bien pensante, d'un point de vue scientifique, sont remis en question de manière très très claire. Il y a un excellent article, et je renvoie les auditeurs, dans cette revue et là on va
touché probablement un sujet particulièrement sensible sur cette vulgate scientiste et ce que vous avez appelé ce nouvel ordre génétique. Alors, il y a quand même matière à dire et matière à justement remettre en question. C'est peut-être là aussi une piste justement qui peut permettre de rivaliser, en tout cas de remettre en question ces états de fait qu'on nous impose en tant que tels, quoi. Juste avant que Jeanne réponde, en rappelant quand même un présupposé, qui est que on ne peut plus parler on ne peut plus parler de race en gros depuis 1945 parce que, et on nous l'a abondamment répété, il n'y en aurait qu'une. Et c'est ça finalement que cet article barre en brèche. Il se trouve que le scientifiquement correct, là, depuis quelques années maintenant, on a pris un sacré coup dans la gueule, on va dire ça comme ça. Il y a une école, il y a quand même un certain nombre de découvertes scientifiques qui ont tout anéanti, notamment cette fameuse thèse de Yves Coppens, le grand soi-disant scientifique qui nous disait qu'on était tous issus de la Guenon-Lucie, qu'on était tous des Africains, qu'on était partis d'Afrique il y a des millénaires et des millénaires et qu'on avait diffusé, qu'on serait remonté nous dans le nord de la Terre, etc. Voilà, bon. En clair, c'était un message scientifiquement correct qui tenait pas la route, tout le monde le savait, mais personne n'osait le remettre en cause, évidemment, c'était un grand ponte. Je visitais même il y a quelques années Oradour-sur-Glane, on vendait même son bouquin à la sortie d'Oradour-sur-Glane au musée du souvenir, donc c'était une réfutation des thèses racistes, racialistes, etc. On voyait bien où ça pouvait nous emmener, etc. Bon, on vendait même ça là. Bon, le Coppens, maintenant, sa thèse, elle est morte, puisqu'on vient de découvrir que, et c'est des laboratoires scientifiques indépendants, notamment anglo-saxons, parce que dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus libre qu'en Europe, où il y a une chape de plomb encore, où on vient de découvrir des choses tout à fait intéressantes, notamment que vraisemblablement, enfin pas que vraisemblablement, il y a un certain nombre d'espèces humaines qui sont nées in situ en Europe, en Asie, et pas du tout d'une souche unique en Afrique. Donc la thèse de Coppens, déjà, elle est laminée. La deuxième chose, on vient de découvrir que l'homme de Néandertal, dont visiblement les Européens à certains dosages ont entre 1 à 5% de code ADN commun avec lui, ce qui n'est quand même pas nul. Seuls les Européens et les peuples asiatiques ont des gènes de Néandertal, mais pas les Africains. Donc déjà, la thèse aussi, elle est morte pour les scientifiquement corrects. On a découvert d'autres hommes. L'homme de Florian VI, on n'a pas réussi à décrypter son code ADN, on l'a retrouvé dans une grotte en Indonésie, on n'a pas réussi à décrypter son ADN. Par contre, on a retrouvé ce qu'on appelle le troisième homme, l'homme de Denisova, on l'a retrouvé dans une grotte en Sibérie. Il est probablement l'ancêtre des peuples mélanésiens, etc. Donc vous voyez, il y a une effusion de diverses races qui sont découvertes maintenant, de codes génétiques qui sont décryptés, qui remettent complètement en cause le scientifiquement correct, qui s'apparentait vraiment à un mélange des faits et d'idéologie. On se serait cru au moment de l'affaire Lysenko, Michourine, voilà, on essayait de faire croire les choses les plus invraisemblables en l'Union soviétique pour faire coller la science à l'idéologie. C'était exactement ça. Bon, la ficelle était un peu grosse, c'était de dire, puisqu'on est tous noirs, on est tous issus de noirs à des degrés divers, il n'y a pas de raison qu'on empêche leur venue en Europe. Maintenant tout ça c'est fini, la science les a démontrés et ça fout la trouille puisque y a un certain nombre de gens, notamment le journal Le Monde, les sacro-saintes écritures de la République française, dans un article du 24 décembre 2010, et on peut passer un bon Noël cette année-là, ces cons-là, il disait « L'année 2010 aura donc été très riche pour la paléogénomique. C'est celle de la découverte de la part néandertalienne chez les non-africains actuels et de l'héritage dénisovien chez les Papous. Les généticiens savent que ces avancées peuvent ressusciter des thèses racialistes. » Ça fait peur, et on se demande jusqu'où ça va aller. Aussi prennent-ils le soin de préciser que cet ADN en héritage est non codant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fonction connue. Mon cul. Voilà, vous voyez, à un moment donné, ils sont obligés quand même de refaire du rétropédalage, etc. Puisqu'à un moment donné, évidemment, la science leur donne pas raison, mais ils sont encore obligés de mettre de l'idéologie dans le papier. Mais ils ont les jetons qu'on exploite ce genre de choses. Mais comment qu'on va l'exploiter, mon con ? Et on va pas se gêner, puisque la science nous donne raison et que vous nous emmerdez depuis des années. Maintenant qu'on a raison et qu'on vous le démontre scientifiquement, on va vous mettre, comme dirait l'ami Dieudonné, on va vous mettre une bonne quenelle de 15, les mecs. Ça, vous allez y avoir droit, on va jamais vous lâcher. Quoi. C'est là où on se rend compte que véritablement, il y a une manipulation et on fait appel à la science à chaque fois pour essayer d'étayer toutes ces grandes idéologies qu'aujourd'hui elles sont battues en brèche très clairement. Alors historiquement il y a des choses qui ne peuvent pas être, on peut pas aller contre ces évidences-là, de se rendre compte qu'effectivement il n'y a pas un ancêtre, il y a des ancêtres et que l'histoire de l'humanité elle se résume pas à uniquement une race humaine qui se serait déclinée sous différentes formes. C'est ce que de grands anciens. Excuse-moi, Michel. Ce qui aurait été une pure exception dans le domaine de la vie. Absolument, il n'y a pas d'équivalent. Non.
Pas eu d'équivalent. Voilà, je crois qu'on va pouvoir, rapidement peut-être J'espère que clôturer. les gens ont compris qu'un Scandinave et un Zaïrois, c'était pas le même homme. Ou alors, faut refaire l'émission. Mais s'il y en avait qui croyaient encore, je pense que là, ils ont peut-être compris que c'était pas le cas. Faut continuer à lire le monde. Exactement. Pour terminer notre émission, peut-être faire un rapide panorama de présentation, parce que on l'a dit, réfléchir et agir, c'est un dossier central. Nous nous sommes volontairement, intéressés au dossier de la question raciale pour différentes raisons que vous comprendrez bien sûr à l'écoute de cette émission, mais aussi préciser que dans RRA, on y retrouve des articles d'actualité, on y retrouve des pages culturelles, des chroniques de livres, nombreuses, variées, très différentes, cinématographiques, des choses beaucoup plus culturelles, des analyses de société sur des effets de mode, des phénomènes de mode, et je crois que c'est important aussi de le préciser, et notamment, moi je renvoie à cet excellent passage « Un livre est un fusil », avec mythe et métaphysique et toutes ces notes de lecture qui sont importantes. On y retrouve notamment ce livre cher à nos cœurs, Casapan d'une terrible beauté aînée, mais également le dernier Guillaume Fay. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Il était important de le préciser pour nos auditeurs. Eugène ? Oui, on mène un combat culturel aussi. Là, on est en plein dans la métapo. Tout le monde sait bien que demain, on changera les paradigmes de la société que si on travaille en profondeur les idées, que si ces idées, on les porte à la connaissance du plus grand public. Il est impossible, il n'y a aucune révolution qui est possible historiquement si en amont, on n'a pas changé les mentalités, on n'a pas changé les visions du monde. Ça, c'est un travail constructif et important dans la revue. C'est pour ça qu'on fait aussi des chroniques littéraires, des chroniques de cinéma faites par mon ami Gilliette, etc. Notamment un excellent article sur Orson Welles, parce que c'est vraiment un des fondamentaux quand même, la métapolitique, de pouvoir justement... Et ce qu'on voudrait, c'est sortir un petit peu de ce qui se fait trop souvent dans notre milieu, à savoir on tourne toujours autour des mêmes auteurs en cinéma, toujours autour des mêmes disques, etc. Bon, nous on essaye d'avoir un regard un peu critique ou sur des gens qui sont pas forcément de notre mouvance et auxquels on trouve aussi du talent. Et l'article sur les ovnis ? Oui, l'article sur les ovnis. Mon cher Eugène, es-tu un grand spécialiste en ufologie ? Non. Non, du politique ou du métapolitique ? Les ovnis, ça m'intéresse. S'il y a des bases secrètes cachées avec tonton en Argentine, enfin des trucs un peu délire, quoi, du nazisme hollywoodien. À la limite, ça me fait marrer, mais pour le reste. Il paraît qu'il y avait des bases dans la Lune. Hein. Ils en ont fait un film. Ah, les trucs dans la Lune, je préfère avec Brigitte Lahaie, mais c'est un autre débat. Mais elle a déjà eu son heure de gloire dans Réfléchir. On n'a pas tourné, hein. Bon, voilà, moi je crois que il était... Voilà, moi je vous renvoie à la lecture de ce dernier numéro 43. On y retrouve également une rencontre avec un personnage atypique, Jean-Paul Bourg. Oui. On essaye toujours d'avoir un papier dans les pages centrales avec quelqu'un qui, soit il fait partie de notre famille, soit il n'en fait pas partie. Moi je disais tout à l'heure, on a interviewé Dieudonné, Roland Dumas, Alain de Benoît, Brigitte Lahaie, Jean Raspail, Vladimir Volkov. Vous voyez, on essaye d'avoir un entretien un peu atemporel sur des sujets de société ou culturels ou sur leur actualité à eux. Et je peux d'ores et déjà faire un scoop, puisque dans le prochain numéro, normalement, on devrait avoir le romancier Gérard de Villiers. Ah oui. Voilà. D'accord. Gérard de Villiers qui a moult fois. C'est vrai que ça va être intéressant parce qu'il a été moult fois critiqué aussi dans nos mouvances pour son occidentisme, son expansionnisme, son américanisme. Voilà. Puis le fait que c'était aussi une forme de littérature. Voilà, donc ça sera le scoop du prochain numéro du mois de juin. Mais c'est vrai qu'on y rencontre quand même des personnages particulièrement atypiques. Je me rappelle dans le numéro précédent, il y avait une rencontre, je crois que c'était Christian Vander, batteur de Magma. Christian Vander, nous ne renonçons pas à faire venir sur cette antenne. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. On se rend vraiment compte que les gens que vous interviewez, ils sont... On s'interdit rien. Oui, mais ils sont vraiment très à l'aise, quoi. Je veux dire, on sent une espèce de confiance. Les gens se révèlent un peu à eux-mêmes. Enfin, ils se révèlent pas eux-mêmes, mais donc ils peuvent se permettre de dire des choses. Il y a un vrai esprit de liberté et une totale confiance, quoi. Parce que c'est pas forcément des gens qu'on aurait a priori vocation à retrouver dans Réfléchir et Agir, mais c'est quand même... On souffre assez nous-mêmes du manque de liberté d'expression pour la confisquer aux autres. Donc on leur laisse totale liberté de s'exprimer comme ils l'entendent. Et peut-être aussi préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas la revue, il y a quand même un fil rouge dans Réfléchir et Agir, c'est l'humour. Je crois que vous l'avez peut-être senti, chers auditeurs, au travers de cette émission. Il y a quand même c'est de l'humour gaulois, quoi. Ouais, mais il est essentiel de l'entretenir et on le retrouve
au tout début de la revue avec toutes ces brèves qui sont. On veut pas faire pontifiant, on veut pas faire trop professoral. Bon, il y a déjà, il y a déjà ce qu'il faut. On peut écrire. Il y a déjà des gens qui écrivent comme ça. Nous, on a envie de le faire sur un ton un peu plus détaché. Bon, ça nous empêche pas de traiter les choses sérieusement, mais de temps en temps, dans les articles, oui, ou sur les légendes de photos, on s'interdit pas d'être border, de se foutre de la gueule d'un ministre. Bon, ça, c'est le minimum syndical. Mais de raconter un certain nombre de conneries, etc., pour faire rire les gens, parce que l'humour, ça fait partie de notre patrimoine. Voilà, on est là pour rire aussi, quoi. Hein. Faut dédramatiser, quoi. Bon, bah écoutez, merci en tout cas, merci à toi Eugène d'avoir c'est moi qui vous remercie. Répondu à notre invitation. On chante avant de partir. On peut chanter, effectivement. Le mariage c'est nous les Africains. Il y a matière. Bien, bah écoutez, merci à tous, merci chers auditeurs. Je vous invite bien sûr à la lecture du dernier numéro de Réfléchir et Agir, en l'occurrence le numéro 43. Oui, abonnez-vous, rabonnez-vous. Un site disponible sur Internet pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Je crois qu'il n'y a pas encore d'abonnement en ligne, mais ça ne saurait peut-être tarder. Mais vous pouvez adresser vos chèques et vous trouvez un bulletin d'abonnement dans chaque numéro à l'ordre du CREA, à la boîte postale 80 432 31 004 Toulouse CEDEX 6. On vous remettra ça sur le blog au travers de l'émission. Oui, ou sur Google, vous tapez Réfléchir et voilà, Agir, vous tombez sur nous Voilà. directement, vous verrez, vous ferez votre marché. Donc voilà, 4 numéros par an, 26 €, un abonnement simple. Une compilation. Et une super... Oui, c'est récent ça, la compilation, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Oui. On fait la promotion de groupe, alors il y a un peu de tout. Même hein. On a vu ça ce soir au travers de l'émission. Alors, eux, on les a pas parrainés parce que ça coûte trop cher. Monsieur Lévy veut pas nous céder les droits. Le bougre. Donc on va chercher des copains à nous qui font du bruit, qui ont des paroles un peu péchues, et on fait toujours un petit cadeau à nos abonnés. Et il y aura une surprise pour le numéro du mois de septembre. Voilà, abonnez-vous parce que seuls les abonnés pourront en disposer. Voilà, je le dis tout de suite. Voilà de quoi nous tenir en haleine. Merci Eugène pour ce moment passé ensemble à la découverte de Réfléchir et Agir. J'invite bien sûr tous nos auditeurs, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et je ne pense pas qu'ils soient très nombreux, à aller vous procurer le dernier numéro en date et vous abonner pour les numéros à venir. Merci Jean-Louis. À très bientôt. Et merci à Lord Tesla pour la technique. Et comme d'habitude, et bien sûr, à l'abordage. Et pas de quartier.